Pendant la majeure partie de cette guerre, le terme arme thermobarique a signifié une seule chose, la destruction massive. C'est un terme qui était presque synonyme du TOS Ona-Sonsepiok, un lance-roquette russe qui tire 2 douzaines d'ogives en une seule salve, ou le Odav 1500, une bombe planante de 1500 kg qui produit un nuage en forme de champignon visible à des kilomètres à la ronde. La Russie a utilisé les deux dans des zones peuplées durant la guerre. Des actions qui font partie d'allégations plus larges de crimes de guerre, faisant l'objet d'une enquête par la Cour pénale internationale. C'est la doctrine que le monde a appris à associer à la Russie jusqu'à présent. Plus c'est grand, mieux c'est. Plus vous pouvez rendre une zone inhabitable en une seule frappe, plus l'arme est efficace. Et les civils pris dans cette zone sont un coût acceptable et peut-être même intentionnel. Mais l'Ukraine a choisi une autre voie. Pour eux, moins, c'est plus. L'Ukraine s'est présentée à un salon de la défense à Paris en juin 2026 avec une arme thermobarique qui ne pèse qu'un demi-kilo et tient dans une poche cargo. Avec cette arme, elle redéfinit discrètement l'usage prévu de toute cette catégorie. Au lieu de causer d'importantes pertes, les armes sont recalibrées pour plus de précision. Où la cible est une seule pièce, une tranchée ou un véhicule, nous allons expliquer le fonctionnement réel des armes thermobariques. Pourquoi la Russie et l'Ukraine se sont retrouvées aux deux extrêmes d'une même technologie, et ce que la nouvelle grenade de l'Ukraine et la doctrine des drones, désormais bâtie autour d'elle, nous indiquent vers où se dirige le combat rapproché dans cette guerre. Commençons par le fonctionnement des armes thermobariques. Un explosif conventionnel agit en une seule détonation autonome. Un composé solide ou liquide explose, libérant toute son énergie lors d'une réaction chimique rapide. Les dégâts sont causés par l'onde de choc et les fragments qui l'accompagnent. Cependant, une arme thermobarique fonctionne en 2 étapes. La munition contient un réservoir de carburant et 2 charges explosives distinctes. La première charge explose et disperse le carburant sous forme de nuages d'aérosol fin, le pulvérisant dans l'air environnant. Une fraction de seconde plus tard, la deuxième charge enflamme ce nuage, le carburant étant désormais mélangé à l'atmosphère et non plus stocké dans un réservoir. Il brûle en utilisant l'oxygène déjà présent dans l'air autour de lui. Le résultat n'est pas une détonation nette et instantanée, mais une onde de pression durable et une boule de feu persistante, brûlant plus longtemps et repoussant la surpression bien plus loin qu'une charge conventionnelle de même taille. Ce détail, le fait d'avoir besoin de l'air ambiant pour brûler, est la chose la plus importante à comprendre à propos de ces armes, car cela explique pourquoi elles sont à la fois terrifiantes et limitées. En terrain découvert, sans rien pour renvoyer le souffle, une arme thermobarique est en réalité moins impressionnante. L'onde de pression là-bas se contente simplement de s'étendre vers l'extérieur et de se dissiper, mais placer cette même arme à l'intérieur d'un espace clos ou même partiellement clos, et tout change. La surpression n'a nulle part où aller. À la place, elle rebondit sur chaque mur et se renforce, et atteint une cible depuis plusieurs directions au même instant. Les documents de l'armée américaine décrivent cet effet comme une longue surpression, suivie d'une dépression capable de déchirer les tissus mous, tout comme elle arrache le revêtement d'un avion ou les surfaces d'un radar. Et les murs ne protègent pas les personnes à l'intérieur. Ils amplifient l'effet de déchirure en renvoyant l'onde d'un côté à l'autre. En plus de cela, la boule de feu consomme l'oxygène dans cet espace clos en brûlant, ce qui signifie que toute personne ayant survécu à l'explosion initiale doit maintenant lutter contre un effet secondaire de suffocation. Donc, l'arme a été utilisée dans les villes et contre des bâtiments précisément parce que l'utiliser contre de véritables cibles militaires, comme des infrastructures militaires ou des chars isolés, est moins efficace. À l'air libre, une ogive thermobarique devrait être extrêmement grande pour être utile. L'approche de la Russie a toujours été de porter ce principe de neutralisation d'une pièce à l'échelle d'un quartier. L'exemple le plus clair est le TOS Ona-Sonsepiok mentionné précédemment, signifiant « soleil brûlant ». C'est un lance-roquette à 24 tubes, un lance-roquette de 220 mm, fixé sur le châssis d'un char T-72, créé par les troupes chimiques soviétiques dans les années 80 et employé dans la vallée de Bounchir durant la guerre en Afghanistan. L'arme est techniquement attribuée aux troupes russes de protection nucléaire, biologique et chimique, plutôt qu'aux unités d'artillerie ordinaires. Elle est souvent rattachée à des brigades de manœuvre pour une seule mission: nettoyer les positions défensives fixes, surtout en zone urbaine. La Russie l'a utilisée à Grozny lors des guerres de Tchétchénie et en Syrie. Et elle a passé la frontière en Ukraine quelques jours après l'invasion de février 2022. Film montrant son passage à la frontière biélorusse. Chaque roquette disperse un nuage qui s'enflamme à des températures approchant les 3700 degrés Celsius. Et une seule salve peut, dans les bonnes conditions, effacer pratiquement tout un pâté de maisons ou des fortifications. C'est toute la doctrine russe résumée en une seule plateforme, un système, une frappe,
Un très gros problème pour tous ceux qui se trouvent dans la zone d'engagement. Et puis il y a l'ODAV 1500 qui applique la même logique mais dans les airs. C'est une bombe planante thermobarique de 1500 kg issue de bombes soviétiques, dotée d'un kit planant UMPK moderne permettant aux avions russes de la larguer à des dizaines de kilomètres de la cible, hors de portée de la plupart des défenses aériennes ukrainiennes. La Russie l'a utilisée pour la première fois contre l'Ukraine en mars 2024, frappant un village dans la région de Soumy, à quelques kilomètres de la frontière russe, et les images montraient une boule de feu et un nuage en forme de champignon s'élevant à 1 km dans le ciel. Depuis, il a été utilisé à Kharkiv, Donetsk et Kupiansk, avec le même schéma qui se répète. Chaque fois que la Russie larguait, c'était dans ou près d'une zone habitée, avec l'intention de la détruire, mais aussi montrer à l'Ukraine et au monde l'ampleur des dégâts que la Russie peut causer d'un seul coup. Mais pour aller encore plus loin, il y a le test russe de 2007 de ce qu'on appelle le père de toutes les bombes, une arme thermobarique de 7 tonnes. Le Kremlin l'a présenté comme un substitut non nucléaire à une arme nucléaire tactique, illustrant leur perception du potentiel des armes thermobariques. Il s'est avéré que le TOS-1A, malgré sa réputation terrifiante, s'est avéré l'un des systèmes les plus vulnérables de l'arsenal russe dans le type même de champ de bataille saturé de drones qu'a créé l'Ukraine. Sa taille et sa signature thermique le rendent presque impossible à dissimuler. Son lanceur encombrant empêche l'installation de cages anti-drones qui protègent les autres blindés russes contre les frappes de drones FPV. Et les analystes en sources ouvertes ont documenté que 36 des 48 systèmes estimés de la flotte russe d'avant-guerre ont été endommagés. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données, et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi, ou détruit d'ici juillet 2026. Ainsi, la plateforme thermobarique la plus redoutée du champ de bataille s'avère être une cible de choix pour ces mêmes petits drones bon marché, autour desquels l'Ukraine a discrètement construit une doctrine thermobarique totalement différente. Ce qui nous amène à la raison pour laquelle le changement de cap de l'Ukraine en sens inverse est si important. L'Ukraine a hérité d'une partie de ce même héritage thermobarique soviétique, après son indépendance, principalement sous la forme de munitions thermobariques pour RPG-C, et de charges lance-flammes portatives comme le Shmel. L'infanterie ukrainienne près de Bakhmut a utilisé ces munitions soviétiques contre des bâtiments occupés, comme l'ont fait les troupes russes ailleurs, mais à partir de 2017. Ukroboronprom, l'industrie de défense ukrainienne, a dévoilé la première grenade à main RGT-27. Elle est entrée en service dans les forces armées ukrainiennes en 2020 et a été conçue dès le premier jour pour être lancée, ou plus tard larguée, dans un espace occupé unique. Une grenade RGT-27 de 600 grammes produit une boule de feu d'environ 13 mètres cubes, durant environ 4 secondes, et atteignant des températures comprises entre 2500 et 3000 degrés Celsius. Cela suffit à tuer toute personne protégée dans une zone fermée, sans presque abîmer le bâtiment, contrairement à une salve de roquettes. L'infanterie ukrainienne l'a adoptée précisément pour la tâche pour laquelle elle a été conçue, pour nettoyer les tranchées et les bâtiments fortifiés, où la dispersion des éclats d'une grenade à fragmentation peut manquer les coins et les angles morts qu'un défenseur utilise comme abri. Une grenade thermobarique n'a pas cet angle mort. L'onde de pression envahit toute la pièce. Elle contourne les obstacles et transforme la structure qui protégeait le défenseur en ce qui le tue, parce que les mêmes murs qui arrêtent les fragments reflètent et amplifient maintenant l'explosion.
Les Ukrainiens ont ensuite utilisé cette grenade avec l'une de leurs plus grandes innovations en guerre moderne. Les drones. À partir de 2023, un cas largement partagé de la 59e brigade motorisée montrait un DJI Mavic 3 commercial utilisé pour larguer une grenade thermobarique RGT-27S2 directement dans la trappe ouverte d'un véhicule de combat d'infanterie BPM russe abandonné, le détruisant complètement. Ni la grenade ni le drone n'avaient été conçus pour ce rôle. Certains soldats ont réalisé qu'une charge thermobarique de 600 grammes lancée précisément par une trappe ou fenêtre pouvait causer autant de dégâts qu'une arme anti-char bien plus grande et coûteuse, une fois confinée dans un char. Et lors de l'Eurosatory 2026 à Paris en juin, l'Ukraine a dévoilé le RGT-45 et son petit frère, le RGT-45A. Sur le papier, cela ressemble à une évolution modeste de la même famille de grenades de 500 grammes et moins. En pratique, Ukroboronprom annonce une létalité accrue, les plaçant dans une catégorie différente. Le RGT-45 pèse 500 grammes et contient 300 grammes de mélange thermobarique. Et la société affirme que son volume d'effet en espace clos dépasse 120 mètres cubes. Le RGT-45A compact pèse 225 grammes avec 135 grammes de mélange. Et son volume d'effet déclaré dépasse 60 mètres cubes. Si on compare cela aux 13 mètres cubes de l'ancien RGT-27S2, ce n'est pas une augmentation de 10 ou 20%, mais plutôt une multiplication par 10 du volume d'espace que l'arme peut rendre létale, obtenue sans accroître notablement le poids ou la taille de la grenade. Ukroboronprom lui-même présente l'amélioration comme étant seulement 20 à 30%, plus efficace globalement que la RGT-27S2. Et la société a été explicite sur le fait que ce gain provient presque entièrement d'un mélange chimique thermobarique amélioré, plutôt que d'un format plus grand. Obtenir 120 mètres cubes de surpression létale et de chaleur à partir d'un objet de la taille d'une grande boisson énergisante représente en réalité une avancée chimique majeure pour les cycles de développement d'armes. Cela implique que l'amélioration pourra être intégrée dans de futures munitions de taille comparable sans nouvelle refonte, et que le même mélange dans une munition plus grande augmenterait fortement la charge utile potentielle de l'arme. Ce qui rend cela plus intéressant qu'une simple nouvelle grenade, c'est que l'Ukraine développe une famille de munitions thermobariques, spécialement conçues pour une mise en œuvre par drone. Elle a essentiellement reconnu et poursuivi la tradition que la frappe Mavic de la 59e brigade mentionnée précédemment avait lancée presque par accident, parallèlement à la gamme RGT-45. Ukroboronprom a également présenté des sous-munitions thermobariques, spécialement conçues, désignées TB1 et TB2, explicitement conçues pour être larguées par drone. La première doit être larguée depuis un drone multirotor, tandis que la seconde est destinée à être montée directement comme ogive sur un drone FPV kamikaze. La TB1 pèse environ 2,5 kg avec un rayon létal minimum de 2,5 mètres, et la plus grande TB2 pèse 4,5 kg avec un rayon minimum de 3,5 mètres. Toutes deux possèdent une fusée universelle conçue pour fonctionner par tous les temps et niveaux d'humidité. C'est l'histoire du RGT-27 au RGT-45 qui se répète, mais à une échelle légèrement plus grande. Mais cette fois, l'arme a été conçue dès le prototype comme charge utile pour drone. En revanche, le RGT-45 reste fondamentalement une grenade qui peut simplement être larguée. Une fois les principales caractéristiques de l'arme passées en revue, discutons des tactiques liées aux armes dans les espaces confinés. Mais d'abord, assurez-vous d'être abonné à l'émission militaire pour ne manquer aucune nouvelle mise à jour ni analyse directement du front. Au-delà de l'usage de grenades thermobariques, les armes d'infanterie modernes sont de plus en plus conçues spécifiquement pour les espaces confinés, au lieu de reléguer cette contrainte au second plan. Ailleurs dans cette guerre, les systèmes occidentaux, tels le canon sans recul suédois Carl Gustaf, ont un projectile adapté aux espaces confinés, le HIT 655. Il remplace le souffle de gaz habituel par une contremasse solide, spécifiquement pour que l'arme puisse être tirée depuis l'intérieur d'une pièce sans tuer son propre équipage. La gamme de grenades thermobariques de l'Ukraine s'attaque au même problème sous un angle opposé. Au lieu de rendre une grosse arme sûre à employer en intérieur, elle rend une arme d'intérieur suffisamment puissante pour avoir un impact réel à cette échelle. Les unités ukrainiennes ont déjà conçu des tactiques autour de ce mode d'emploi. Les équipes de drones en première ligne, y compris les opérateurs associés à un groupe terroriste, ont décrit une technique à 2 drones pour ouvrir des bâtiments fortifiés que les troupes russes utilisent comme point d'appui. Le premier drone FPV, qui transporte une ogive conventionnelle à haut pouvoir explosif, perce un trou dans le toit ou un mur et ouvrant un passage dans la structure.
Le deuxième drone, muni d'une munition thermobarique, traverse l'ouverture et explose à l'intérieur. C'est la logique de nettoyage des tranchées développée après des années de combats d'infanterie, quasiment transposée à l'ère des drones. Au lieu qu'un soldat s'approche physiquement d'une porte sous le feu pour y lancer une grenade, 2 drones ouvrent la brèche. À aucun moment, un soldat ukrainien n'est exposé à la ligne de mire des défenseurs. C'est le principal avantage tactique d'une charge thermobarique plus petite et plus énergétique. Des drones précis peuvent passer par des fenêtres et autres petites ouvertures. La portée effective et les trajectoires de lancement viables s'en trouvent amplifiées. La même idée sous-jacente prend également de l'ampleur, ce qui élargit ce que cette doctrine peut réellement accomplir. Le drone géant Strike, développé par Glefer et Culver Aerospace et présenté publiquement pour la première fois en mai 2026, transporte une charge tandem de 75 kg composée d'une ogive explosive à fragmentation de 40 kg dans le nez, suivie d'une charge thermobarique de 35 kg à l'arrière. En juin 2026, le drone avait déjà été utilisé contre le pont de Tchona reliant l'oblast occupé de Kherson à la Crimée, perturbant un important corridor logistique vers la péninsule. Mais bien que le drone soit énorme comparé aux grenades, il partage la même philosophie de conception fondamentale. Alors que la grenade remplace une grenade anti-char beaucoup plus grande et moins maniable, le Behemoth est censé remplacer un missile de croisière comme le Storm Shadow ou le missile Scalp, fourni par les Britanniques ou les Français. Le Storm Shadow possède une ogive conventionnelle qui pèse environ 1300 kg et traditionnellement lancée depuis les airs, et surtout coûte plus d'1 million de dollars à produire. Les coûts rapportés du mastodonte sont compris entre 35 000 et 55 000 dollars pour quelque chose dont on affirme qu'il a une autonomie de plus de 300 km, donc il concurrence directement le Storm Shadow. L'Ukraine a même adapté le concept à un usage naval. Un rapport du début juin suggérait que l'Ukraine a adapté le célèbre Sea Baby en l'équipant de lance-grenades thermobariques, Shmel, et même en installant des plateformes séparées de déploiement de drones FPV dans le compartiment latéral du drone naval. Cela a transformé un drone à usage unique en une plateforme flottante multi-armes capable de frapper les positions côtières russes retranchées. Le point, c'est que les armes thermobariques reflètent une conception valorisant la précision plutôt que la quantité, en les utilisant sur des armes allant des grenades à celles destinées à remplacer des missiles plus petits. Remarquez comment cela s'arrête au point de destruction où commencent les armes russes, car elles ne visent pas à remplacer ici les missiles balistiques ou nucléaires, juste à nettoyer les positions fortifiées et les tranchées. Et c'est précisément pour cette dernière raison que les armes thermobariques sont devenues un sujet de débat aussi brûlant en 2026. Vous voyez, au cours des 2 années précédentes, la plupart des combats ont été confinés à une ligne relativement stagnante traversant la région du Donbass. La Russie a en fait construit la ligne défensive d'origine à partir de la fin de 2022, un réseau d'environ 1000 km à l'intérieur de l'Ukraine occupée. Plus tard appelée ligne Sourajvikine, elle comprenait des champs de mines superposés et des dents de dragon, et de systèmes de tranchées disséminés, spécifiquement pour empêcher ou réduire l'impact de la contre-offensive ukrainienne. Et ça a marché. Les forces ukrainiennes ont passé la majeure partie de 2023 à s'épuiser dans un seul secteur, à un coût énorme, sans jamais vraiment percer. Puis les rôles se sont inversés. Face à la reprise des offensives russes, à partir de 2024, l'Ukraine a construit sa propre version de la même chose. Un réseau appelé la nouvelle ligne ukrainienne du Donbass, s'étendant sur plus de 350 km, à travers Donetsk, Dnipropetrovsk, Kharkiv et Zaporizhia. Similaire à la ligne Sourajvikine, elle comporte des points d'appui dispersés et camouflés, conçus pour éviter de présenter une cible unique à la reconnaissance par drone et satellite. Les 2 camps ont développé séparément une doctrine de fortification quasi identique, avec des ceintures de tranchées, d'abris et de points d'appui renforcés, à nettoyer position par position. Le vaste mur de drones de l'Ukraine, qui s'étend de 15 à 25 km en arrière de la ligne de front à certains endroits, a rendu ce combat encore plus mortel pour quiconque est surpris en train de se déplacer à découvert. Et une grenade thermobarique est particulièrement adaptée pour percer ses défenses des 2 côtés. Justement à cause de la physique évoquée au début, les éclats peuvent manquer l'espace mort derrière une poutre de soutien ou au détour d'un abri. Un soldat accroupi dans le mauvais coin d'un bunker pourrait survivre à une grenade à fragmentation lancée par la porte. Une charge thermobarique ne laisse pas ce coin intact, car l'onde de pression atteint chaque partie du volume clos. Ainsi, multiplié par 10 le volume effectif des dégâts, peut modifier la part d'une structure fortifiée qu'une seule munition, livrée par un seul drone, peut neutraliser d'un seul passage. Cela implique que les unités ukrainiennes pourraient dénettoyer les positions défensives russes, en utilisant moins de ressources, et en mettant moins d'infanterie en danger. Cependant, il y a une dimension légale et morale ici,
qui mérite d'être nommé clairement plutôt que d'être ignoré. Le droit international n'interdit pas l'usage d'armes thermobariques contre des cibles militaires légitimes. Toutes les tentatives pour restreindre ou interdire cette catégorie d'armes ont échoué. Ce qui détermine la légalité, et ce qui a motivé les accusations de crimes de guerre contre l'utilisation par la Russie du TOS-1A et de l'ODAV 1500, c'est la cible, pas le mécanisme. Lorsqu'elle vise une tranchée, un bunker ou un véhicule blindé. Une arme thermobarique est une arme de guerre légale comme les autres. Elle est considérée par la loi comme une grenade conventionnelle ou un obus anti-char, mais utilisée contre un immeuble ou un quartier résidentiel. La même physique qui la rend dévastatrice dans un bunker en fait une arme causant des pertes massives parmi les civils. Ce dernier point est au cœur de l'accusation d'un schéma russe de bombardement urbain dans des villes allant de Grozny en 1999 à Alep en 2016 jusqu'aux villes ukrainiennes touchées par l'ODAV 1500 dans les années 2020. La doctrine déclarée de l'Ukraine à travers le RGT-27, le RGT-45 et la série TB livrée par drone a toujours été strictement limitée aux tranchées, aux bâtiments occupés par des combattants et aux véhicules. Que cette doctrine soit strictement respectée dans chaque engagement et unité. Au cours d'une guerre qui s'enlise dans sa 5e année, ce n'est pas quelque chose que quiconque en dehors du commandement militaire ukrainien peut vérifier avec certitude, mais le schéma observé dans les sources ouvertes, à travers des années de frappes documentées, est cohérent. La Russie a adapté les armes thermobariques pour produire un effet de masse contre des zones incluant des civils. L'Ukraine a réduit à plus petite échelle les mêmes principes physiques sous-jacents pour viser avec précision une seule pièce, un seul véhicule, une seule position fortifiée, et chaque engagement connu correspond à cette intention. Le RGT-45 n'est pas dangereux pour la Russie à cause de sa taille. Il est dangereux car il montre non seulement comment toute cette catégorie d'armes pourrait être utilisée différemment, mais aussi parce qu'il souligne à quel point la Russie est prête à infliger des dommages collatéraux à l'Ukraine pour atteindre ses objectifs. Cela représente également les défaillances plus générales de la technologie militaire russe, qui n'a jamais réussi à miniaturiser l'arme tout en conservant son efficacité. Si cela vous a été utile, merci de liker et de vous abonner. Car nous suivons chaque jour les développements d'armes et la doctrine de combat venant d'Ukraine, de Russie et de l'OTAN.